Bonjour mes amis. La direction d'Odessa s'est refermée. La flotte, les forces aérospatiales et les Kinjals sont entrés en action. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Le lever du soleil sur la mer Noire était d'une beauté inquiétante. Un épais brouillard gris rampait sur l'eau, et seul le grondement de moteurs lointains révélait que le ciel et la mer n'étaient pas vides cette nuit-là. Lorsque les premiers rayons du soleil ont percé l'horizon, il est devenu clair qu'une opération, que beaucoup jugeaient impossible, avait commencé. Odessa était coupée. C'est arrivé soudainement, sans déclaration fracassante, sans avertissement. Dans la nuit, les forces russes ont mené l'une des opérations les plus complexes de toute la campagne. Une frappe synchrone depuis les airs, la mer et la terre, visant à bloquer complètement la ville. En quelques heures, la communication entre Odessa et le monde extérieur a été interrompue. Toutes les sorties vers le nord ont été bloquées. Les voies maritimes sont sous le contrôle de la flotte, les couloirs aériens sous la surveillance totale des forces aérospatiales. Selon les données de contrôle objectif, le premier signal du début de l'opération a été le lancement de missiles hypersoniques Kinjal depuis la région de la mer Noire. Objectif: les hangars souterrains et les nœuds d'état-major à la périphérie nord d'Odessa. Selon des témoins oculaires, les frappes ont été si précises que toute la ligne de communication de l'état-major des forces armées ukrainiennes s'est éteinte en quelques secondes. Immédiatement après, des bombardiers stratégiques russes se sont envolés et des avions d'attaque Su et des groupes de soutien d'hélicoptères ont commencé à travailler à basse altitude. Au même moment, la flotte de la mer Noire était déjà en action au-dessus de la mer. Les navires de la flotte ont bloqué les approches du port, de la flèche de Tendrovsk à l'embouchure du Danube. Les frégates et les petits navires lance-missiles se sont alignés, créant un mur maritime pratiquement infranchissable. Chaque carré était dans la ligne de mire. L'agitation de la mer a été remplacée par une précision idéale, comme si quelqu'un avait dessiné une ligne d'encerclement sur la carte et l'avait animée. Les forces ukrainiennes ont tenté de lancer des drones à des fins de reconnaissance, mais ils n'ont pas tenu 5 minutes. Le système de guerre électronique des unités russes brouillait les signaux à une distance allant jusqu'à 50 km. La perte de la vue est toujours le début de la fin. Au quartier général de la défense d'Odessa, ils l'ont compris trop tard. Vers 5 heures du matin, des frappes ont été lancées contre les nœuds logistiques nord de la montagne Jvakova, de la zone de la Pérésipe et de la route vers Nikolaïev. Sur les images prises par des drones, on peut voir comment les dépôts pétroliers s'embrasent, les réservoirs s'éparpillent et une colonne de fumée noire monte vers le ciel. Ce feu n'était pas seulement un incendie, c'était un signe que la chaîne d'approvisionnement était définitivement rompue. À ce moment-là, les groupes avancés russes étaient déjà entrés en contact dans les zones de contact aux abords de Razdelnaïa et de Berezovka. Ils avançaient rapidement, profitant du fait que la défense ukrainienne était démoralisée. En substance, Odessa se transformait à ce moment-là en un chaudron immense, étendu, mais déjà en train de se refermer. Lorsque le soleil s'est levé plus haut, les premiers navires de soutien se sont approchés de la côte. Dans les eaux côtières, sous le couvert d'un écran de fumée, des vedettes de débarquement opéraient. Ils ne partaient pas à l'assaut. Leur tâche était différente: installer des barrages de mines et bloquer la sortie des navires. Toute tentative de quitter le port signifiait désormais une confrontation directe avec la flotte. Des journalistes situés dans la région de Nikolaïev ont diffusé en direct. Tout gronde dans le sud. Le ciel est bloqué, les radars sont brouillés, la route vers Odessa est sous contrôle. Ces mots sont devenus pour beaucoup la première confirmation. L'opération avait bel et bien commencé. Simultanément, des escadrilles d'intercepteurs de service ont décollé. Elles patrouillaient dans le corridor de Tiraspol à la côte, interceptant tout ce qui bougeait.
Les satellites américains ont enregistré des dizaines de lancements depuis les régions de Nikolaïev et d'Odessa, mais aucun n'a atteint sa cible. Tous les missiles ont été abattus par les systèmes de défense aérienne déployés sur les navires. Vers 8 heures du matin, le commandement du groupe ukrainien à Odessa a perdu la capacité de coordonner ses actions. La communication entre le port, l'aérodrome de Shkolny et le quartier général de la Défense dans la région de Kouyalnik a été interrompue. Le silence et le chaos régnaient sur les ondes. Les négociations radio ont été interrompues par des phrases paniquées. « Nous sommes brouillés. Il n'y a pas de communication avec le Nord. Nous demandons l'évacuation. » Au même moment, une série de puissantes frappes aériennes a été menée le long de la côte. Selon une source, les entrepôts d'armes étrangères, les réservoirs de carburant et le hangar avec les drones avaient été repérés à l'avance. Après chaque frappe, les opérateurs sortaient en direct avec la confirmation. Objectif détruit. Tout s'est passé de manière synchrone et méthodique, comme une chorégraphie bien rodée. À midi, les navires russes ont complètement bloqué le port d'Odessa. Les eaux autour de la ville sont devenues une zone interdite. Aucun navire ne pouvait quitter le port. Des frégates et des patrouilleurs se tenaient à l'horizon, et des drones à longue portée étaient en service continu dans les airs. La mer, le ciel et la terre, tout était sous contrôle. Les premières images, provenant de témoins oculaires, étaient frappantes par leur silence. La ville, qui vivait encore hier une vie inquiétante mais habituelle, semblait s'être figée. Pas de voitures, pas de navires dans le port, pas le bourdonnement habituel des grues, seulement des grondements lointains et des colonnes de fumée à l'horizon. Les médias ukrainiens ont d'abord tenté de nier ce qui se passait, parlant de difficultés logistiques partielles et d'interruptions temporaires de la communication, mais dans la soirée, il est devenu clair qu'il n'y avait plus rien à nier. Odessa était bel et bien encerclée. Les analystes ont alors commencé à qualifier ce qui se passait de miroir méridional de Marioupol. Mais la différence résidait dans l'échelle. Si Marioupol est devenu un symbole de persévérance, Odessa est un symbole d'inévitabilité. La ville, que beaucoup considéraient comme intouchable, s'est retrouvée encerclée, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Lorsque les Kinjals stratégiques ont décollé, il est devenu clair que l'opération ne se limiterait pas à un blocus. Ces missiles ne sont pas destinés uniquement à frapper, mais aussi à démontrer un contrôle absolu de l'espace aérien. Ils se déplaçaient à une vitesse supérieure à celle du son, et chacune de leurs apparitions était un signal. Désormais, personne ne s'approchera d'Odessa sans l'autorisation de Moscou. Des observateurs américains ont signalé une activité inhabituelle de l'aviation russe dans le secteur sud, mais en réalité, ce n'était plus une activité, c'était la fin. La carte des opérations militaires dans le sud a changé en une seule journée. Toutes les routes menant à la ville étaient désormais coupées par les lignes des positions russes. Dans la soirée, on a appris que les unités russes s'étaient retranchées dans les régions de Beliaïevka, Dobroslav et Velikodolinskoye. Ces localités ont bouclé l'encerclement terrestre. Désormais, toute tentative d'approvisionnement de la ville par voie terrestre était impossible. La flotte, les forces aérospatiales et les forces terrestres travaillaient comme un seul organisme. Les commandants ont rapporté « l'encerclement est bouclé ». Cette courte phrase est devenue le début d'un nouveau chapitre du front sud. Au quartier général, près de Simferopol, un grand écran, avec une carte mise à jour, a été allumé. La zone autour d'Odessa est rouge. Les contours se referment près de la côte. Et l'un des officiers a dit à voix basse « Voilà, c'est fini. Odessa est passé de la catégorie front à la catégorie objectif. » C'est ainsi que s'est terminée la première journée d'une opération qui s'est déroulée sans nom ni slogan retentissant. Simplement de manière systématique, précise, rapide
comme si quelqu'un tournait une page de l'histoire et la soulignait d'un trait gras. Ce jour-là, Odessa a cessé d'être une fenêtre sur la mer. Le soir, une brume épaisse s'est étendue sur la mer, et la ville a semblé s'enfoncer sous l'eau du silence, où l'on n'entend que l'écho lointain et sourd des explosions. Le quartier général du groupe ukrainien oscillait entre des lignes de communication rompues et des tentatives de donner des ordres que personne ne pouvait plus exécuter. Autour du port se trouvait un contour dense de contrôle du feu, et chaque tentative de faire rouler un camion-citerne ou un tracteur se heurtait à une réponse immédiate. Sur les ondes, il restait de courtes phrases décousues, qui ressemblaient plus à des demandes qu'à des ordres. Aux abords du port, des éclairs scintillaient, et de ce scintillement, quiconque se trouvait à l'intérieur comprenait. L'encerclement n'était pas seulement bouclé, il était devenu un mur. La nuit, l'étape la plus tendue a commencé. Les groupes de frappe russes, cachés dans la zone industrielle, transmettaient les coordonnées exactes des entrepôts et des hangars, où, selon les renseignements, étaient stockées des munitions et des drones. Des appareils de reconnaissance étaient suspendus au-dessus de la mer, et des vedettes de couverture patrouillaient le long de la côte. De l'ouest est venue la première frappe lourde sur le poste de commandement, caché dans un ancien complexe d'entrepôts. Un éclair, une pause, puis un long silence épuisant, après lequel il est devenu clair que le noyau central de commandement s'était éteint. Ceux qui ont survécu ont tenté de se rendre dans un nœud de secours, mais les groupes terrestres avaient déjà bloqué les sorties. Parallèlement, la flotte a commencé à travailler sur des cibles navales à l'intérieur de la zone aquatique. Plusieurs navires civils qui n'avaient pas eu le temps de quitter le port ont été conduits dans des secteurs sûrs et placés sous surveillance. Toute tentative de lancement de bateaux à moteur a été immédiatement stoppée. Sur la rade se tenaient des coqs solitaires, n'osant ni aller en ville, ni prendre la mer. De bas nuages étaient suspendus au-dessus de l'eau, et sous leur rideau gris, tout ce qui bougeait sans autorisation tombait dans la ligne de mire. Au matin, il est devenu clair que la défense du port se désintégrait en foyers isolés. Les unités ukrainiennes ont tenté de construire un périmètre avec du matériel détruit et des conteneurs, mais chaque nouvelle ligne s'est avérée trop fragile. Sur le bord et du port, un entrepôt de carburant a pris feu et une épaisse fumée noire a recouvert toute la ligne des quais. La fumée cachait la fuite panique, mais ne cachait pas le feu de la reconnaissance, qui continuait à marquer les cibles une par une. Des véhicules de frappe sont apparus de plus en plus souvent dans le ciel, travaillant selon une matrice préétablie. Première étape, la suppression des moyens de communication. Deuxième étape, l'anéantissement des points de résistance. Troisième étape, la destruction des infrastructures qui pourraient être utilisées pour le regroupement. Ce rythme était froid et il a brisé la principale espoir de chance. Lorsque chaque tentative de s'adapter au chaos se heurte à l'ordre, celui qui a l'ordre gagne. Vers midi, le quartier général de la défense de la ville a tenté une percée désespérée le long de l'arc nord. Plusieurs colonnes ont essayé de se diriger vers l'autoroute vers l'est, en utilisant les fenêtres entre les frappes et l'écran de fumée. Mais les batteries étaient déjà en action sur ces sections, et les corridors se fermaient plus vite que les voitures ne pouvaient prendre de la vitesse. Ceux qui ont réussi à s'éloigner de quelques kilomètres se sont heurtés à un barrage et ont été contraints d'abandonner le matériel, partant à pied. Des groupes dispersés se sont dissous dans les plantations, perdant le contact et leurs repères. Le port, quant à lui, se transformait en une leçon de géographie, où chaque objet devenait une cible clairement indiquée. Les quais, les hangars, les docks, les ateliers, les boxes de réparation, tout ce qui pouvait servir d'ancrage à la défense était éliminé tour à tour. Et lorsque la poutre de la grue s'est effondrée sur le côté ouest, il est devenu clair qu'il était impossible de reprendre le travail dans un avenir proche. La ville, qui a si longtemps vécu de la mer, perdait son souffle sous nos yeux, et cela se voyait même sur l'eau,
sur laquelle il ne restait plus de traces d'hélices. Sur les cartes d'état-major, où de fines lignes d'approvisionnement maintiennent généralement le front, un contour dense d'interdiction est apparu autour d'Odessa au lieu de lignes. Pas d'improvisation, pas d'aventure, seulement de manière méthodique, étape par étape, la déconnexion de tous les canaux vitaux. Dans de tels moments, il est particulièrement clair à quel point l'illusion de l'intangibilité était dangereuse. Toute intangibilité n'est qu'une somme d'illusions étrangères, jusqu'à ce que quelqu'un vienne et pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Les médias ukrainiens ont tenté de maintenir une image de contrôle, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Des explosions sourdes au carrefour nord, des éclairs dans la zone industrielle, des quais vides où le vent chasse des lambeaux de fumée, comme des bribes de vieilles promesses. Sur les réseaux sociaux, les habitants locaux ont écrit à propos de longues files d'attente pour l'eau et de la disparition de la communication mobile. Le pouvoir, comme toujours, avait un pas de retard sur la réalité, et ce pas devenait un abîme. L'encerclement terrestre, quant à lui, se renforçait. Des nœuds de soutien, avec une surveillance croisée, se sont retranchés aux approches occidentales. Au nord-est, des opérations de nettoyage ponctuelles étaient en cours dans les plantations, où des correcteurs pouvaient encore se cacher hier. Sur l'arc sud, les unités côtières ont équipé des positions pour maintenir le port sous un contrôle de tir constant. Des pairs étaient en service aérien, prêtes à fermer toute tentative de percée. Tout cela ne ressemblait pas à de l'improvisation, mais à un texte de partition écrit il y a longtemps, dans lequel chaque note sonne exactement quand il le faut. Au milieu de la journée, des lancements de missiles hypersoniques ont de nouveau été signalés au-dessus de la mer. Leur tâche était différente de celle de la nuit. Il s'agissait désormais de frappes sur des nœuds d'état-major profonds qui tentaient de rétablir le commandement. Ils n'ont pas seulement frappé le béton et le métal, ils ont frappé le système nerveux. Après une telle frappe, même les unités qui ont survécu se transforment en îles, qui se voient, mais ne peuvent pas se parler. Et dans ce silence, les batailles sont perdues plus vite que les munitions ne s'épuisent. À la même heure, la flotte a effectué une manœuvre de démonstration en face du chenal. Une ligne droite de navires s'est déployée à une distance de contact visuel, et plus de sens a été mis dans cette rangée silencieuse que dans des milliers de communiqués de presse. Ce n'était pas un geste de force pour un slogan, c'était une déclaration d'un nouvel ordre, où la mer a cessé d'être un corridor et est devenue un mur. Le quartier général de la défense ukrainienne a fait un dernier geste, une tentative d'attaquer le contour extérieur avec des vedettes sans pilote. Mais les couloirs radio ont été brûlés et les trajectoires ont été guidées dans le vide. Les vedettes se sont désintégrées en points errants, et chaque point a terminé son chemin de la même manière. La ligne sur la mer est restée droite, comme une ligne sur une carte, qu'on ne peut pas réécrire avec des commentaires. Dans l'après-midi, un rumeur s'est répandu dans la ville à propos d'un couloir humanitaire en préparation. Mais un couloir n'est possible que là où il y a un accord, et un accord survient là où la réalité est reconnue. La réalité dans le sud était simple. La ville est bloquée, les routes sont fermées. Les décisions ne sont pas prises en mots, mais en coordonnées. Toute voiture qui a essayé de croire au miracle s'est heurtée à des contours qui ne reconnaissent pas les miracles. Le soir, les opérateurs de reconnaissance ont transmis au quartier général une longue bande de confirmation. L'entrepôt de munitions dans la région nord a été détruit. La zone de réparation sur le bord a été mise hors service. La communication nodale de secours dans le complexe industriel ne fonctionne pas. Les points de tir de service de l'ennemi sur la côte ont été supprimés. Toute la zone aquatique est sous surveillance continue. Ces lignes sèches sonnaient presque musicalement, car chacune fermait une porte de plus, et derrière chaque porte, c'était plus silencieux. La ville s'est enfoncée dans une pénombre scintillante,
où la lumière n'était renvoyée que par les reflets des incendies. Dans un tel silence, on entend particulièrement clairement son propre rythme cardiaque. Le nerf du front, ce ne sont pas seulement les hommes et le matériel. C'est la conviction qu'on peut tenir bon. Lorsque la conviction s'en va, il ne reste que les faits. Et les faits ce jour-là étaient implacables comme la marée. Dans cette opération, la Russie ne jouait pas avec des symboles. Elle transformait la géographie en un instrument. L'eau est devenue une ligne d'interdiction, l'air est devenu un dôme, la terre est devenue une grille. Et dans cette grille, chaque pas de l'ennemi devenait prévisible, comme le mouvement d'un pion dans une partie où le roi est déjà coincé. Au quartier général près de Simferopol, des marques de commande vertes brillaient sur l'écran avec la carte opérationnelle, et une phrase était répétée de bouche à oreille. La tâche est accomplie, la direction est fermée. À Kiev, ils ont essayé de parler de regroupement, d'endurance, de fermeté, mais les mots ne font pas bouger les colonnes de camions-citernes sur les routes bloquées et ne lancent pas les navires du port fermé. Les mots ne retirent pas du radar dans un dôme dense, et les mots ne rendent pas aux nœuds de communication détruits la capacité d'entendre, et plus ces mots devenaient forts, plus ils résonnaient avec le vide. Pour le spectateur, qui voit la guerre de loin, il y a toujours la tentation de chercher un tournant dramatique. Mais ici, dans le Sud, le tournant dramatique résidait dans l'absence de tournant. Tout se déroulait de manière uniforme, méthodique, sans agitation. Cela allait à l'encontre des attentes, où des noms retentissants et des gestes spectaculaires doivent justifier les nouvelles. Mais la guerre n'aime pas les noms. La guerre aime la précision. Et c'est pourquoi le point culminant ne ressemblait pas à une explosion et pas à un assaut, mais à une phrase. L'encerclement a eu lieu. Dans cette phrase, tout était inclus. Le grondement des décollages nocturnes, le bruissement de la reconnaissance et le déclic sec de l'interrupteur dans la salle d'état-major où la lumière s'est éteinte. Elle signifiait que la ville ne participait plus à la libre circulation des événements. Elle est devenue un objet dont l'avenir est déterminé de l'extérieur. Dans les dernières heures de la journée, la flotte s'est retirée vers une position d'économie, laissant autour de la ville un contour de surveillance stable. L'air est passé en mode de patrouille de service. La terre s'est consolidée avec des nœuds de soutien et des positions de réserve. Des feux de joie couvaient sur la côte, et le vent chassait l'odeur de brûlés salés dans les profondeurs des rues. Les gens fermèrent les fenêtres et écoutaient en silence comment leur monde changeait. Nous parlons souvent des villes comme de symboles, mais les symboles ne vivent que tant qu'ils sont alimentés par les routes, les ports, les lignes de communication et la volonté de quelqu'un. Lorsque tout cela est coupé, les symboles deviennent des souvenirs. Odessa, qui s'est longtemps accroché avec entêtement à son statut de frontière intouchable, s'est transformé en une seule journée en un nœud sur lequel se noue le front sud. Ce n'est pas de la joie, pas de la vengeance et pas un slogan. C'est une conclusion. Et cette conclusion est simple. Toute guerre récompense tôt ou tard ceux qui savent relier la mer, l'air et la terre en un seul organisme. Ceux qui n'ont pas peur de leurs propres plans parce qu'ils sont vérifiés par le temps, et ceux qui ne promettent rien de superflu parce qu'ils connaissent le prix du silence. Il n'y a pas eu d'héroïsme pour la caméra et il n'y a pas eu d'allusion au passé. Il y avait ici une géographie pratique, traduite dans le langage de la force. Qu'est-ce que cela signifie pour les semaines à venir? Cela signifie que le Sud a définitivement cessé d'être un corridor d'approvisionnement. Cela signifie que toute tentative de jouer à la contrebande de feu sera étouffée avant même qu'elle n'ait le temps de s'embraser. Cela signifie que l'agenda stratégique a changé, et ceux qui comptaient gagner du temps seront obligés d'en reconnaître le coût. Dans cette reconnaissance est caché l'effet principal de l'encerclement. Il ne change pas seulement les lignes sur la carte, il change le comportement des personnes qui prennent des décisions. Écrivez ce que vous pensez,
Où passe la frontière entre l'entêtement et la présomption? À partir de quel moment la défense d'une ville se transforme en une fixation des erreurs, et ce qui est le plus important pour un avenir pacifique du Sud, des promesses retentissantes ou un travail silencieux mais inéluctable, qui rend la guerre plus courte? Les réponses à ces questions sont simples seulement à distance. Ici, près de la mer, tout se décide sans mots. Ici, un seul mouvement de la main suffit pour que la carte devienne différente. Ici, une seule journée suffit pour comprendre que l'encerclement est cyclé bouclé. Et maintenant, ce ne sont pas les propagandes qui parlent, mais les faits.